Otep à toutes les sœurs de combat, Otep aux frères de combat kémites. Je suis le Sèche Kovi Rekmire et je voudrais prendre le temps de vous annoncer un événement d'une haute portée scientifique. Cet événement, c'est d'abord une conférence inaugurale qui, disons, permettra de participer au fil du temps à des séminaires qui sont organisés en Allemagne, plus précisément à Hambourg. Et c'est dans le cadre des activités de formation scientifique et technologique que nous inscrivons ces différents séminaires. Je voudrais d'abord parler de la conférence inaugurale qui aura lieu donc le samedi 25 mai 2019 à partir de 17 h. À l'endroit suivant, à Conda Eine Welt Café, Wall Dorfer, Strasse 30 22 081 Hambourg, U-Bahn Den Halde. Donc, le responsable de cette manifestation qui s'annonce d'ores et déjà exceptionnelle n'est autre que Claude Boccio, qui est joignable au 01 70 284 20 15, et aussi Noutsa, qui est joignable au 01 78 184 33 13. Avant de commencer, je voudrais rendre hommage à un de nos frères de combat qui est décédé à Hambourg. Il s'agit de Tonu Bobda, qui est un frère qui normalement aurait dû être des nôtres à cette manifestation. Je souhaite à sa famille éplorée, à ses proches, mes sincères condoléances. Je voudrais dire que pour l'Afrique et pour les Africains, les morts ne sont pas morts. Et que c'est tout simplement une irruption de son cas divin dans l'âme droite pour aller rendre compte à l'Osiris Diop et à tous les ancêtres qui effectivement nous ont précédés sur le chemin dont Osiris est le guide, mais ce chemin est celui de la Mad. Donc, que son cas soit apaisé et qu'il soit accueilli comme il se doit dans les champs d'Yalou par les ancêtres du peuple kémite, par les Nétéros et par toutes les entités célestes, maritimes et terrestres. L'intitulé de la conférence est le suivant: quelle orientation technologique pour l'Afrique de demain? Idéologie et méthodologie. Je dois dire, pour commencer, que certaines clarifications s'avèrent nécessaires. Et dans cette perspective, je dirais d'abord qu'il y a lieu de faire un exposé des motifs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, en 2019, peut motiver une telle volonté, un tel désir ardent de maîtriser la technologie pour l'Afrique de demain, l'Afrique future, l'Afrique en gestation. L'Afrique qui peut-être
reprendra sa place de locomotive d'un monde multipolaire qui nous affranchira de toutes les formes d'exploitation de l'homme par l'homme, de toutes les formes d'exploitation de la nature par l'homme et de toutes les formes d'exploitation du cosmos par l'homme. Comme on le sait, il y a deux schémas qui s'opposent dans ce qu'il est permis d'appeler le projet technologique. Il y a le schéma des anciens, c'est-à-dire le monde méridional avec la Nubie, l'Égypte pharaonique et les autres civilisations noires du pourtour de la Méditerranée, en particulier la Méditerranée orientale, la civilisation cananéenne, la Méditerranée septentrionale, toutes les civilisations mycéniennes, la civilisation étrusque, toutes les anciennes civilisations qui étaient en symbiose avec le monde noir. Et dans cette perspective, dans ce schéma, dans ce paradigme, ce qui est important, c'est avoir la maîtrise de la technologie, mais pour faire de l'homme un être qui sera en harmonie avec lui-même, en harmonie avec la nature, en harmonie avec les autres hommes en société ou en communauté, et en harmonie avec les forces cosmiques. Donc, ce schéma n'est pas un schéma anthropocentrique, parce que l'homme n'est rien d'autre qu'un élément parmi d'autres dans l'univers. Et effectivement, l'homme est au cœur du règne animal, mais il a des interférences, bien sûr, avec le règne minéral, avec le règne végétal et avec le règne astral. Donc ça veut dire que ce projet-là, c'est le projet qui veut que l'homme soit en symbiose avec les éléments cosmiques. J'appellerais donc ça une perspective symbiotique. Il y a un deuxième projet qui est né avec la Grèce antique. Et suite à la captation de l'héritage pharaonique par les philosophes d'Ionie, c'est-à-dire Thalès de Milet, Anaximandre, Anaximène, etc., jusqu'à Aristote, n'est-ce pas? Et là, il s'agit d'être maître et possesseur de la nature, qu'on exploite sans discernement, au profit, ou plutôt en vue de la jouissance par l'homme de ce qu'on peut appeler les biens éphémères de la terre. Donc cette vision est essentiellement individualiste. Elle est essentiellement prométhéenne, dans l'acception stricte du vol du feu aux dieux, pour pouvoir maîtriser la nature et accessoirement la détruire. Mais ce que les tenants de cette vision, qui sont aujourd'hui les maîtres du monde, oublient, c'est qu'on ne peut pas détruire la nature sans s'autodétruire, puisque l'homme fait partie intégrante de la nature. Donc, la question qui est posée est la suivante. Depuis quand l'humanité utilise la technologie pour, justement, se positionner dans le cosmos? Être en harmonie avec le cosmos. Depuis quand? Eh bien, je dirais depuis la plus haute antiquité. Donc, cela revient à dire que le continent africain est le seul continent aujourd'hui qui présente, depuis la plus haute préhistoire, c'est-à-dire depuis 200 000 ans, la tradition scientifique et technologique la plus élaborée de l'humanité. Donc cela revient à dire que à partir de 200 000 ans, nous avons, sur la base de l'archéologie préhistorique, de la génétique des populations et aussi de ce qu'on appelle la paléontologie humaine, nous avons la certitude que l'homme anatomiquement moderne, qu'on appelle aussi Homo sapiens sapiens, hein, on l'appelle comme ça parce qu'il est deux fois sage. Il est sage d'abord parce qu'il a
lui seul, en vertu du lobe antérieur du cerveau, la capacité, n'est-ce pas, de faire des investigations dans la nature et de connaître les lois de l'univers. Et deuxièmement, il est le seul également à utiliser la science pour prévenir les limites et les excès de la connaissance de la nature. Donc, il est le seul à pouvoir fixer des limites en vue d'éviter justement l'autodestruction par la destruction de la nature, du cosmos et de l'univers. Donc, le mot sapiens, sapiens, nous le savons maintenant sur la base des recherches scientifiques que l'humanité connaît aujourd'hui, par la vulgarisation, était nécessairement noir et pigmenté. Il était noir et pigmenté du simple fait de la nécessité pour lui de s'adapter à un environnement tropical ou subtropical où l'émission des rayons ultraviolets du soleil était telle que seuls les organismes à peau pigmentée, ceux qui ont un écran de la région des Grands Lacs africains. Certains disent aussi la vallée du Rift en Afrique orientale. Mais ce dont nous sommes certains, c'est que le site sur lequel l'Homo 1, l'homme le plus ancien, l'homme anatomiquement le plus ancien, a évolué sa niche écologique, c'est entre la Tanzanie, l'Ouganda et l'Éthiopie actuelle. Donc, cet homme va amorcer ce qu'on appelle un décollage technologique sur la base d'abord de la prise de possession et la colonisation de l'espace. L'homme va donc se trouver, et c'est là, chose heureuse pour toute l'espèce humaine, quelle que soit sa forme différenciée actuelle, il va se trouver dans la région du globe terrestre la plus favorable à l'éclosion de la vie. N'est-ce pas? Donc, cette confluence des éléments, l'humidité, la chaleur, c'est-à-dire le feu, et l'eau, va permettre à l'homme sur Terre, c'est le quatrième élément, de coloniser la Terre. Donc, nous avons dans cette région aussi le réseau hydraulique le plus dense de la planète. Il y a tous les lacs que nous connaissons, le lac Kyoga, le lac Tana, et il y a aussi le Nil, le plus long fleuve du monde, plus de 5000 km. Et le Nil prend sa source dans une région maintenant qui est celle, le Rwanda actuel, n'est-ce pas? Et dans une petite montagne où il y a les sources du Nil. Et le Nil va donc couler dans une région qui était faite de terres arables et cultivables. Mais à partir du 1500 km, le Nil est déjà dans une zone désertique. Donc, le Nil bleu et le Nil blanc vont se réunir pour continuer dans la zone qu'on appelle le Soudan. Donc, il y a une zone qu'on appelle le Soudan méridional. Il y a le Soudan central et le Soudan septentrional. Mais la civilisation dite égypto-nubienne à notre époque va commencer avec les migrations d'une fraction de ces premiers hommes noirs anatomiquement modernes selon un axe sud-nord, c'est-à-dire du paléolithique supérieur vers la proto-histoire égypto-nubienne. Donc, il y a 4 jalons. Il y a un premier jalon qui se trouve à Omdurman. Donc, nous sommes au-delà du 23e parallèle. Il y a un deuxième jalon qui se trouve à Khartoum. Nous sommes donc à Khartoum. Un troisième jalon qui se trouve à Assouan. Et un dernier jalon qui se trouve vers la région que Narmer va arracher à la Méditerranée. Et cette région s'appelle le delta du Nil. Donc on voit bien que c'est sur cette vaste étendue que des populations qui étaient venues du bassin du Nil et du bassin du Congo et de la région des Grands Lacs africains vont essaimer dans des migrations sud-nord pour former le rameau, c'est-à-dire le substrat ethnique du peuple qu'on appelle aujourd'hui les Nubiens.
Et plus tard, les Nubiens vont également aller vers les points d'eau de la basse vallée du Nil. Et à partir de là, ça va donner ce qu'on appelle de nos jours l'Égypte pharaonique, mais qu'on appelait Tamérie avant. Et la Nubie était appelée Tasséti, le pays de l'arc. Tamérie, le nom qu'on donne à l'Égypte pharaonique aujourd'hui, eh bien, ça signifiait tout simplement la terre bien-aimée. Hein, la terre bien-aimée, le pays bien-aimé, la contrée bien-aimée. Donc, la densité de la population a fait que une partie des Soudanais est partie également vers la zone qu'on appelle aujourd'hui le Sahara. Et le Sahara était à l'époque non pas un désert, parce que nous sommes aux environs de moins 15 000, moins 20 000, et le Sahara était verdoyant, absolument verdoyant. La désertification du Sahara commence à partir de moins 7 000. Donc, une autre fraction va aller vers le lac Tchad, qui est aujourd'hui en train de disparaître. Parce que dans 2 ans, il n'y aura plus de lac Tchad. Hein, le phénomène d'assèchement de l'eau a fait que ce lac, un des plus importants d'Afrique, a quasiment disparu. Il y a également la boucle du Niger. Donc, une autre fraction des Africains va aller vers la boucle du Niger. Ensuite, d'autres vont aller vers le fleuve Sénégal. Donc, on voit bien que les civilisations que nous appelons aujourd'hui, la civilisation du Tekrour, se trouve précisément à cet emplacement. C'est-à-dire la Mauritanie actuelle. Hein? Mais c'était également là où se trouvait l'ancien empire de Ghana, que les autochtones Soninké appelaient en fait Ouagadou, donc le pays des nobles. Et une autre fraction va aller maintenant vers l'Afrique centrale, encore, la zone d'où on était parti. Et d'autres vont aller vers l'Afrique australe, c'est-à-dire l'Afrique méridionale. C'est comme ça qu'on peut rendre compte de la civilisation de Zimbabwe, de la civilisation Zoulou, de la civilisation des Basuto et de toutes les autres civilisations des Nimba, etc., etc. Donc, ayant esquissé brièvement ce processus, et on peut voir une carte dans Nation Agriculture qui indique justement par les flèches, un phénomène de fléchage, les migrations, n'est-ce pas, des peuples africains depuis le Haut-Nil, nous pouvons donc dire que les Africains qui ont ainsi migré ne sont pas partis les mains vides. Parce que entre 200 000 ans et le début des migrations, il y a eu un phénomène que j'appelle la sédimentation du génie humain dans la région des Grands Lacs. J'use volontiers d'une métaphore géologique pour pouvoir indiquer que l'acquisition des savoirs et des techniques est un processus qui s'est fait de façon graduelle, par couches successives, au sens quasiment géologique du terme. Tout d'abord, les hommes devaient trouver à manger. Donc, pour trouver à manger, il faut faire l'agriculture. C'est-à-dire, il faut travailler la terre. Parce que les sédentaires ne sont pas portés a priori à aller chasser du gibier sur de longues étendues. Ils cultivent la terre d'abord. C'est-à-dire, ils vivent de chasse, de cueillette, mais ils vivent aussi de la production des denrées alimentaires de base. Et ceci nécessite des procédés technologiques extrêmement complexes. Surtout quand on a affaire à un territoire où les propriétés semblaient contiguës. Mais en faisant cela, puisqu'il faut délimiter les propriétés de ces premiers paysans noirs, n'est-ce pas, qui étaient également les premiers hommes noirs de l'humanité, eh bien, il fallait mesurer la terre. Et il fallait donc des instruments scientifiques pour mesurer la terre. C'est ainsi qu'une science est née qu'on appelle la géométrie. La géométrie, c'est la science de la mesure de la terre. Mais tout ne se passe pas sur la terre, puisqu'il faut, en dehors de l'espace, se situer dans le temps. Donc, il fallait également faire ce qu'on appelle un repérage de la course des astres dans le ciel. Donc, le ciel était devenu, de facto, un lieu où il y avait une navigation astrale. Et donc, on devait repérer les étoiles fixes, les étoiles filantes et les constellations, c'est-à-dire là où se regroupaient les étoiles. Hein? Donc,
nos ancêtres ont considéré que la constellation la plus importante, c'est la constellation du grand chien, où une étoile qu'on appelle, les anciens Égyptiens appelaient Sepédet, mais les Dogons appellent Sigitolo, n'est-ce pas? Cette étoile, Sirius A, cette étoile, il y a Sirius B, il y a Sirius C, mais cette étoile-là, elle permet de repérer simultanément le lever du soleil avec le lever de cette étoile, puisqu'il y avait une conjonction des deux éléments. C'est ça qui a fait qu'on était obligé de mesurer, n'est-ce pas, la distance des astres les uns par rapport aux autres, la trajectoire des astres, et singulièrement le soleil et la lune. Hein? Il fallait donc observer clairement mathématiquement les phases d'oscillation lunaire, et il fallait donc étudier le déplacement des étoiles, plus particulièrement les étoiles circumpolaires impérissables que les anciens Égyptiens appelaient Ikemu, Sekou. Donc, c'est ça qui a vu naître l'astronomie. Mais comme on n'observe pas seulement les astres, mais il faut aussi faire un découpage du temps pour fabriquer un système de computation qu'on appelle un calendrier. C'est ainsi que sont nés le calendrier lunaire, le calendrier astronomique basé sur, je l'ai dit, le lever simultané de Sirius et de Soleil sous la latitude de Memphis, disait-on. Mais en fait, les premières observations, c'était dans la région de l'Ouganda et de l'Éthiopie. C'est pour ça que les peuples Borona étaient des experts en astronomie et aussi des spécialistes du calendrier. Donc, à partir de ce moment-là, on voit bien que l'homme va, d'abord dans sa mémoire, dans sa tête, voir la régularité de périple des astres. Et à partir de là, il va trouver un système, un repère de chronologie absolue. Et ce repère, c'est ça qui est le point de départ de ce qu'on appelle le calendrier. Le repère de chronologie absolue pour les Occidentaux, c'est très incertain. C'est la naissance de Jésus-Christ, dont nous savons qu'on n'a aucune trace. Donc c'est un pape, en l'occurrence Jules Ier, qui a décidé arbitrairement d'utiliser les Saturnales, c'est-à-dire les fêtes païennes, pour décréter qu'il est né le 24 décembre. Mais nous savons bien qu'il n'y a pas d'acte de naissance. Bon, il en est de même du calendrier musulman, qui dépend simplement de la retraite sous contrainte de Mohammed vers Médine, ce qu'on appelle l'Hégire. Donc le calendrier le plus sûr scientifiquement dans l'histoire du monde, c'est le calendrier égypto-nubien. C'est ce que nous dit Nagabauer dans son ouvrage The Exact Sciences in Antiquity. Il dit ceci très précisément: This calendar is the only intelligent calendar which have never existed in the human history. Donc, ce calendrier, le calendrier là, est le plus intelligent calendrier qui n'ait jamais existé dans l'histoire humaine. Mais il n'y a pas que le calendrier. Il y a aussi comment on va faire pour neutraliser, dompter, dresser les animaux sauvages. On sait très bien qu'à l'époque, les animaux comme le buffle étaient exactement comme les léopards, étaient comme les panthères, les guépards, tous ces félins sauvages. Donc l'homme ne pouvait pas vivre dans un environnement sans le sécuriser. Donc les techniques de la chasse et du dressage ont été mises sur pied pour la première fois dans la région des Grands Lacs et selon l'axe, la Nubie Égypte ancienne. Nous le savons de façon certaine. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Il fallait aussi éviter que les crues du Nil, qui étaient dévastatrices, n'engloutissent les habitations humaines et n'emportent les êtres humains. N'est-ce pas? Ce qui est arrivé déjà plus de 15 fois dans toute l'histoire pendant 5000 ans. Donc, il fallait trouver une technique pour détourner le cours du fleuve et créer des bassins artificiels. Ça s'appelle des lacs artificiels.
Et on a utilisé ces bassins artificiels pour pouvoir justement rendre vers le désert. Donc c'est en Afrique que pour la première fois, on a fait des déserts, des zones où on pouvait cultiver encore, hein, avoir encore des tubercules, d'igname, hein, du riz, du sorgho, etc. Et permettre à la population de vivre confortablement en plein désert. C'est cela qui s'est passé dans le désert ouest de l'Égypte. Hein? Mais il n'y a pas que ça. Il fallait aussi étudier non pas seulement la géométrie sous l'angle de la mesure de la Terre, ça c'est l'arpentage, mais il fallait aussi étudier les volumes. Il fallait aussi étudier les figures géométriques, comme le triangle, le trapèze, le parallélépipède rectangle, etc., etc. Et on sait très bien que sans la géométrie, on ne pouvait pas construire les pyramides. La pyramide, c'est un triangle. On dirait même un triangle parfait. N'est-ce pas? Donc, la pyramide, c'est d'abord un triangle. Ensuite, après, la pyramide, c'est quoi? C'est l'orientation astronomique de l'édifice, le monument qu'on veut construire. Donc, on doit orienter le monument vers la constellation d'Orion. Mais la pyramide, c'est quoi encore? Ben, il fallait faire des tractions de pierre. Hein? La pyramide de Khufu, c'est 5 400 000 tonnes de pierre qu'on a élevées comme ça. Donc, il fallait de la mécanique. Mais il fallait aussi faire ce qu'on appelle la physique. Parce que tu ne peux pas faire ces choses-là sans connaître la physique. Hein? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que toutes les sciences sont nées en Afrique. De la haute préhistoire jusqu'à la fin de la civilisation nubienne et le début de la civilisation égyptienne. Parce que l'origine nubienne de la civilisation égyptienne est un fait acquis qu'aucun archéologue sérieux ne peut maintenant contester. C'est le professeur Vercouter qui le dit, ce n'est pas moi. Donc, à partir de là, il y a la chimie. La chimie, on ne peut pas constater son origine égyptienne, puisque le nom même vient de Kimia. Alchimia, donc l'Égypte, Kemet. N'est-ce pas? Bon, mais il y a aussi la médecine, qui est très très importante. Parce qu'on trouve déjà sur les cadavres de la protohistoire, qui ont été exhumés par Elliot Smith, dans la Haute-Égypte, on trouve déjà des traces d'opérations. Opérations chirurgicales. Donc, on opérait déjà pendant la préhistoire. C'est le seul endroit du monde où il y avait des opérations durant la préhistoire. Hein? Mais ces opérations, c'est ce qu'on voit aussi dans les papyrus. Comme le papyrus Edwin Smith, le papyrus Ebers. Mais la personne qui a le mieux synthétisé tout ça, c'est Thierry Bardinet, qui a étudié les papyrus médicaux de l'Égypte ancienne. Hein? Donc, je pense que ce processus cumulatif du savoir n'a jamais été interrompu. C'est-à-dire que depuis, on sait aussi que les mathématiques sont nées dans la région des Grands Lacs. C'est-à-dire les premiers documents qui nous montrent de façon certaine les mathématiques, c'est effectivement le document que nous avons dans la région que nous appelons le bassin du Congo. Le bassin du Congo. Et il s'agit précisément de plusieurs os. N'est-ce pas? Nous sommes aux sources du Nil. Or, c'est Jean de Heinzelé et son équipe qui ont découvert sur le site d'Ishango, actuellement en République démocratique du Congo, les artefacts de valeur mathématique qui, pour la première fois, notamment pour ce qui est du déchiffrement du second os d'Ishango, qui montre la présence de duplication consécutive et de symétrie axiale. N'est-ce pas? Donc, voilà donc ce qu'on voit. Et on voit aussi des figures qui
préfigurent, si je puis m'exprimer ainsi, des mesures de triangle isocèle. N'est-ce pas? On voit aussi des esquisses de quadrilatères, etc., etc. Donc ça veut dire que les os d'Ishango, que l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique a étudié, exhumé au public le 28 février 2007, n'est-ce pas? Ces os-là, montrent que on a affaire à des bâtons de comptage avec des figures, n'est-ce pas, qui sont des figures abstraites, qu'on ne peut pas reproduire quand on n'a pas de connaissances mathématiques. Donc cela veut dire que l'os d'Ishango, qui a fait l'objet de plusieurs études, montre que la plus ancienne pratique des mathématiques, au sens informé et technique du mot, par l'Homo sapiens sapiens, ça a eu lieu aux sources du Nil, dans le bassin du Congo, il y a 25 000 ans. Il y a 25 000 ans. Donc, il y a beaucoup de peuples qui n'étaient pas encore sortis des grottes, qui n'étaient même pas entrés dans les grottes. Il y a des peuples qui n'étaient même pas dans l'histoire. Donc, ceci doit être clair pour tout le monde. Donc, la question des nombres premiers est résolue. Et la question des encoches longues et courtes, c'est résolu. La question des relations de sommation par colonne, c'est résolu. La question des symétries axiales, c'est résolu. L'os incurvé, tout ça, c'est résolu. Et on obtient donc un schéma extrêmement complexe que les mathématiciens du monde entier considèrent aujourd'hui comme la plus ancienne preuve des mathématiques dans l'histoire humaine. Mais que dire alors de l'art? L'art, c'est apparu pour la première fois à Blombos. Nous sommes en Afrique du Sud. Et c'est bien avant ce qu'on nous présente comme étant aujourd'hui l'art pariétal en Europe, qui est même africain. Donc, conclusion, la plus haute, la plus longue tradition scientifique et technologique de l'humanité, c'est en Afrique qu'on trouve ça. Donc, le premier aspect, le premier axe de mon exposé va consister à voir comment le concept de technologie a émergé dans ce contexte. Comment la notion de technologie elle-même a émergé pour la première fois dans l'histoire humaine dans ce contexte. Et ceci va m'amener à faire ce qu'on appelle une présentation exhaustive de toutes les découvertes et de toutes les techniques qui ont été mises au point et qui, une fois qu'elles s'intègrent dans une vision scientifique globale, font l'objet d'une technostructure et d'une technologie par voie de conséquence. J'en arrive maintenant à ce que j'appelle l'apport de l'Afrique à la technologie et aux sciences dans l'Antiquité. Il va de soi que c'est en Afrique qu'on trouvait dans la plus haute Antiquité les seules institutions dédiées exclusivement à la science et à la technologie. Ceci doit être clair pour tout le monde. La première institution, c'est la maison de vie, Père Ankh. La deuxième institution, c'est Haït Sebaït, c'est-à-dire l'école des sages. Moi, je dirais même l'école des Moualimou, l'école des maîtres de la sagesse et de la connaissance. Et la troisième institution, c'est l'institution de Hout-Neter, c'est-à-dire le temple dans lequel, en fait, on utilise les connaissances scientifiques et la technologie pour mettre au point les rituels codifiés, pour mettre au point des cultes qu'on rendait aux forces cosmiques, qui sont tout simplement des manifestations cosmiques des lois invisibles de l'univers. N'est-ce pas? Donc c'est ça qu'on appelle les Nétérous. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la déclamation de louanges pour pouvoir célébrer le maître de l'univers que nous appelons donc Neb Erjer, le maître de l'univers, Neb Erjer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que certains appellent religion, c'est tout simplement une science sacrée qui s'appelait dans l'Égypte pharaonique Rekhnecher,
Ça veut dire la connaissance totale de l'univers par le divin, n'est-ce pas? Par le démiurge, n'est-ce pas? Et il fallait donc que des démiurges soient associés à ce process de la connaissance. Il en est deux, notamment, Séchat, n'est-ce pas? Asachatou, c'est une femme qui est ainsi projetée comme celle qui a la maîtrise de la connaissance totale de l'univers à travers les lois qui se dissimulent derrière les phénomènes que nous observons. Et il y a aussi Djehouti, c'est-à-dire Thoth, n'est-ce pas? Qui est le démiurge du sanctuaire de Kéménou, que les Grecs ont appelé Hermopolis. Par conséquent, ce que nous voulons dire par là, c'est que les Africains ne connaissent pas de religion au sens d'un ensemble de dogmes qui se manifestent par une révélation hypothétique et à partir de laquelle on va manipuler et contrôler massivement les hommes afin de leur permettre d'obéir à ceux qui sont censés être les rabbins, les prêtres, les imams, qui sont autant de personnes qui procèdent à une manipulation mentale massive. Donc pour nous, au contraire, la religion, c'est la voie royale qui mène à la servitude mentale, volontaire ou involontaire, par le truchement d'une foi aveugle. Alors que la spiritualité scientifique ou la science spirituelle, que nous appelons la science sacrée, elle mène vers ce qu'on appelle la créativité, la libération de la créativité, la libération de la faculté d'inventer, d'innover. Et c'est en cela qu'on dit que ce qui compte d'abord, c'est que la science sacrée s'applique à la création. Donc nous devons savoir comment le cosmos est advenu. Quand c'est comme ça, ça s'appelle la cosmologie. Ensuite, la tradition. C'est-à-dire comment les hommes ont pu mettre en place un ensemble de principes, de règles, etc., qui permettent, depuis la fondation du monde, de rendre possible pour les générations nouvelles de savants ou de scribes, de rendre possible ce qu'on appelle l'enchaînement ininterrompu des innovations. C'est ça qu'on appelle le progrès, le vrai progrès. Mais il ne faut pas détruire la nature. Il ne faut pas détruire l'homme qui est un être immanent à la nature. Il ne faut pas détruire les animaux. Il ne faut pas détruire les végétaux. Donc, nous, on n'avait pas besoin de créer des partis politiques qu'on appelle l'écologie, les Verts, qui sont d'ailleurs très puissants en Allemagne. Mais nous, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle une éco-cosmologie. Une cosmologie écologique. Oui. Donc c'est ça qui permet à l'homme de se préserver en préservant la nature et le cosmos. Se préserver tout en préservant la nature et le cosmos. Donc c'est cette vision que l'Africain avait. Et cela n'est pas possible sans la maths. Donc voilà les deux visions qui s'opposent. Et à partir de ces deux visions, des savants vont investir donc ces institutions. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on donne des salaires à des gens. On leur donne des maisons pour qu'ils se dédient totalement à la science. Qu'ils ne soient pas perturbés, qu'ils ne soient pas sujets à des diversions pour aller travailler durement avant de pouvoir s'adonner à la science. Cela s'appelle une spécialisation institutionnelle par l'État. Donc ça veut dire que c'est en Afrique, et en Afrique seule, que le savant avait un statut social garanti par l'État jusqu'à sa mort. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'éclosion du génie de Imhotep de Memphis. Imhotep étant le premier savant sur la base de la documentation écrite. Mais ce n'est pas le premier savant, parce que les premiers savants, c'est ceux qui ont fait l'os d'Ishango, qui ont fait tout ça dans la préhistoire, avant Imhotep. Mais c'est le premier savant de l'Antiquité, Imhotep. Imhotep était donc astronome, Imhotep était médecin, Imhotep était mathématicien, Imhotep était philosophe. Donc, avec toutes ces connaissances,
apparaît pour la première fois dans l'histoire de l'humanité le profil de ce que le professeur Cheikh Anta Diop, notre maître à tous, a appelé les savants polyvalents. C'est en Afrique que les savants polyvalents sont apparus. Après Imhotep, il y aura beaucoup de savants très géniaux, polyvalents. Il y aura notamment Ptahhotep. Bon, alors, la particularité de Ptahhotep, c'est qu'il avait des connaissances dans toutes ces sciences, mais il les a dirigées vers la sagesse. Et la sagesse, c'est ce qu'on appelle la sapiens, la littérature sapientale. Hein? Et nous avons donc les maximes de Ptahhotep. Mais nous avons aussi Khagemni. Khagemni était un très grand savant. Non seulement il avait toutes ses connaissances, mais il les a orientés vers ce qu'il appelle le traité du savoir-vivre. Parce qu'il n'y a pas seulement le savoir. Il y a le savoir-être. Il y a le savoir-vivre. Il y a le savoir-faire. Et je vais même plus loin. Il y a le savoir-savoir. Donc ça veut dire que l'Africain avait la totalité du savoir. Et Khagemni a exploré le savoir-vivre. Mais il n'y avait pas que Khagemni. Il y avait aussi Baken Konsou. Baken Konsou était un très grand savant. Hein? Il y avait des femmes. J'en citerai 3 pour aller vite. Il y avait d'abord Net Ker Erti, c'est-à-dire Nakotari, c'est-à-dire notre maman Nitocris, qui a régné carrément en Égypte. Elle a été pharaon avant Hatshepsut. Eh bien, c'était une spécialiste de l'astronomie, renommée. Hein? Il y avait aussi la cheftaine de l'ordre des médecins de Tachemou et de Taméou, c'est-à-dire ce que vous appelez la haute et la basse Égypte. Elle s'appelait tout simplement pas Assachatou, c'est-à-dire Pesséchette. C'est de grands médecins. Hein? Bon, alors, il y avait aussi Hatshepsut, qui, elle, non seulement était très spécialisée dans l'astronomie. L'astronomie, c'est une science très chère au peuple africain, en fait. Hein? C'est pour ça qu'on voit l'importance de la connaissance des Dogons. Hein, en astronomie, hein, les Dogons. À certains égards, les Dogons étaient plus avancés que les anciens Égyptiens. Nous y reviendrons. Mais il y avait aussi des femmes comme la reine Ti, la femme du pharaon Neb Matre Amenhotep III, c'est-à-dire le père même d'Akhenaton. Le père du pharaon Akhenaton. Akhenaton lui-même n'était pas moins un savant. Parce qu'on parle du grand Imlaton. Mais il est évident que, comme l'a montré le professeur Obenga, il y a l'économie de la nature. Et l'économie de la nature permet de voir que les rayons du soleil pénétraient jusqu'au fond de la mer. Et il a étudié tout ça. Ça ne peut pas être un mystique, c'est un scientifique, ça. Oui. Ça veut dire que dans ce qu'on appelle les textes religieux par abus de langage, il y avait des connaissances scientifiques que les érudits passent par pertes et profits pour accréditer le mythe selon lequel la science, au sens de la théorie, serait apparue en Grèce et singulièrement en Ionie, n'est-ce pas? Et aurait prospéré en Occident. C'est le contraire. Parce que c'est parce qu'il y avait des institutions savantes, il y avait des conditions de vie que je peux appeler privilégiées pour les savants et les scribes, que les Grecs ont été attirés par la vallée du Nil pour étudier. Donc l'ironie du sort, c'est de dire souvent que des simples étudiants étaient en fait des savants et que c'était les savants qui étaient leurs professeurs qui, eux, étaient des prêtres mystiques. Ça fait partie de la falsification de l'histoire de l'humanité. Voyez. Mais ça ne peut pas prospérer. Donc, ce que nous disons, c'est qu'il y a au moins 690 savants qui ont laissé des connaissances auxquelles nous pouvons accéder, non seulement par des traces qui ont résisté aux intempéries depuis 5000 ans. C'est-à-dire que personne ne peut nier aujourd'hui que le plus grand objet qui symbolise la construction mentale de l'homme au niveau de l'architecture monumentale, c'est la pyramide de Khufu. Personne ne peut nier. Oui.
Ça fait partie des plus grandes merveilles de l'humanité. C'est l'UNESCO qui le dit, c'est pas moi. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est en Afrique et nulle part ailleurs qu'on peut trouver aujourd'hui les artefacts. J'appelle artefacts les traces monumentales du savoir multidimensionnel et pluridisciplinaire des Africains depuis la haute antiquité. Ceci est un fait qui ne peut pas être contesté. Et nous savons qu'il y a des pyramides dans les royaumes et empires post-pharaoniques. C'est le cas notamment du tombeau de Laskia Mohamed à Gao. C'est une pyramide qui ressemble beaucoup à la pyramide d'ailleurs rhomboïdale du pharaon Snéfrou. Et on sait qu'il a fallu 19 ans pour construire cette pyramide. C'était de l'ordre de 19 ans. Et sur le chantier, il y avait souvent jusqu'à 5000 personnes. Cela veut dire que ceux qui construisaient les pyramides étaient aussi maîtres dans l'art de diriger des chantiers, de manager des chantiers. Alors, pour manager des chantiers, il fallait une science que l'Afrique a perdue aujourd'hui, mais qu'il faudra redonner à l'Afrique. J'en parlerai au cours de ma conférence, qui est la science de l'organisation et du management. The science of organization and management. C'est l'Afrique qui avait ça. Oui. Et sans ça, on ne pouvait pas construire le grand monument du grand Zimbabwe. Hein? On ne pouvait pas construire le grand monument de Djeno. On ne pouvait pas construire la ville même de Benin City, dont Alfred Dapper, un voyageur danois, nous a laissé le plan. Et il a dit que c'est 20 fois la ville de Harlem d'où lui vient. Ça veut dire que l'urbanisme aussi doit être mis au crédit des Africains. Ce sont les Africains. En tout cas, ce qui est certain, ce que nous appelons Wasset, c'est-à-dire Thèbes aux 7 portes, aux 100 portes, 100 portes, 100 portes. Eh bien, c'est de là que vient, par exemple, je vais aller vite, la ville de Paris a été faite à partir du modèle de la ville de Thèbes. C'est pour ça qu'on dit porte d'Orléans, porte de Clignancourt, hein? Porte de quoi encore? Toutes les portes là par lesquelles vous passez. Hein? Les portes de Paris. Mais c'est comme les portes de Thèbes. Oui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans tous les domaines de la science, l'Afrique a été à l'avant-garde, à la pointe. Mais les Africains aujourd'hui refusent d'étudier ces connaissances que le reste de l'humanité puise en cachette, utilise en cachette. Vous voyez? Et donc, cela s'appelle quoi? Ça s'appelle l'inventaire des sciences et des techniques de l'Afrique ancienne. L'inventaire, c'est ce que je vais faire dans la deuxième partie de ma conférence. Je ferai l'inventaire des sciences et des techniques de l'Afrique ancienne. Voilà. Et cela, je le ferai par un important dossier iconographique. Parce qu'une chose est de rapporter des connaissances, une autre est de les illustrer. Parce que ce qui est important pour aujourd'hui emporter l'adhésion des sceptiques, c'est l'iconographie. Donc je ferai un PowerPoint dans lequel je présenterai toutes les connaissances que nos ancêtres ont effectivement été amenés à inaugurer, hein, depuis la plus haute antiquité, à la suite de leurs propres ancêtres de la région des Grands Lacs. Comme je l'ai montré dans la première partie. Dans la troisième partie, je montrerai que malgré la traite arabe, qui a commencé au 7e siècle de notre ère, malgré la traite européenne, qui a duré de 1444 à 1909, malgré tout cela, les Noirs avaient encore des connaissances scientifiques que le monde pouvait leur envier. C'est ce que j'appelle, n'est-ce pas, la technologie de la période impériale. C'est-à-dire la période de floraison des grands empires et royaumes post-pharaoniques. Donc, il est impossible d'avoir le calendrier que les Soninké ont dans l'empire de Ghana
sans avoir des connaissances astronomiques très poussées. Je vais même plus loin. Le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, avec les années bissextiles, avec un mois de février amputé, avec toutes ces anomalies, ces aberrations qui sont de l'ordre du calcul simplement computatif, ce calendrier-là, eh ben, il est en deçà du calendrier des Soninké. Les Soninké ne connaissent pas d'année bissextile. Les Soninké connaissent un mois, 5 jours épagomènes, comme les anciens Égyptiens. Et ces 5 jours épagomènes inaugurent le cycle de l'année complète. Il en est de même de Mali, c'est-à-dire les fouilles de Macintosh ont révélé des connaissances astronomiques extrêmement poussées au Mali. La même chose vaut pour la civilisation qu'on appelle la civilisation Yoruba. On sait très bien que rien que les palais des rois Yoruba, de l'Oni et d'Ifé, par exemple, l'Oni au Baloufon, eh bien son palais était un palais orienté astronomiquement vers les constellations qu'on appelle la constellation d'Orion. Vous voyez? Donc c'est impossible qu'on ait fait tout ça s'il n'y avait pas ces connaissances. Mais la ville de Benin City, mais impressionné. Mais la ville qui a le plus impressionné, c'est Mbanza Congo, du royaume du Congo, dont les sites, les vestiges se trouvent actuellement en Angola. C'était la capitale du royaume du Congo. Donc les premiers Italiens qui sont partis au Congo étaient impressionnés par les connaissances scientifiques des Congolais. Celui qui rapporte ça, c'est Cavazzi. Cavazzi dit qu'il y a même des choses, il voit un enfant de 6 ans qui est en train de faire une visée astrale en pleine ville de Mbanza Congo. C'est-à-dire il est en train de faire une visée et à la fin, il dit la distance qui le sépare de la Lune. Un enfant de 6 ans, quand même. Mais si cet enfant, il a 6 ans et il a de telles connaissances, ça veut dire que dans l'endroit où on l'initiait, les initiations, eh bien c'est là où il prenait sa connaissance. Mais, je m'empresse de dire que les civilisations négro-africaines de la période impériale, post-pharaonique, ont connu de graves difficultés pour faire face à la conquête avec des armes à feu que l'Occident a dû imposer pour pouvoir détruire cette civilisation. Parce que c'est de ça que parle Chancellor Williams. The destruction of the black civilization. Et pourquoi ont-ils facilement pu atteindre cette civilisation? Parce que les connaissances étaient l'apanage de quelques initiés qui vivaient dans des cénacles d'initiés, mais qui ne diffusaient pas les connaissances dans le peuple. Ce qui fait que le peuple n'a pas pu continuer la résistance. Pourquoi c'est important que le peuple continue la résistance? Parce que toutes les civilisations humaines sont confrontées à un moment donné de leur cycle d'évolution à des défis. Et s'ils ne surmontent pas ces défis, elles peuvent disparaître, cette civilisation. Et comment on surmonte les défis? Ce n'est pas en se calfeutrant dans la forêt et en faisant des incantations magiques de nègres. C'est tout simplement en faisant la science et les techniques. Parce que les rapports de force, c'est sur la base des sciences et des techniques que cela se fait. Hein? L'Union soviétique n'aurait jamais vaincu les nazis à Stalingrad. Hein? Si jamais il n'y avait pas eu des moyens techniques supérieurs. Il n'y avait pas que la neige. Parce que la neige est valable pour tout le monde. Hein? Quels sont les moyens techniques supérieurs? C'est-à-dire la maîtrise des sciences et des techniques dont disposait la Dior dans le royaume du Cairo. Il faut me dire. La Dior avait des gens qui avaient de grandes connaissances. Mais ces connaissances n'ont pas débouché sur ce qu'on appelle tout simplement la supériorité technologique. Parce qu'il n'y avait plus d'instituts de technique. Surtout pas diffusés dans le peuple.
il n'y avait plus de vocation parmi les enfants à faire des techniques et les sciences. Or, le peuple noir a dominé le monde pendant 5000 ans à cause des sciences et des techniques. On l'oublie souvent. Et l'Égypte ancienne elle-même est devenue vulnérable parce qu'au moment où une coalition de nations ennemies et hostiles, qu'on appelle les 9 arcs, l'ont attaqué, eh bien, il n'y avait plus de science. C'est pour ça que Juvénal constate que le même peuple qui dominait le monde était arrivé à l'âge ethnographique où les Égyptiens parlaient de superstition et racontaient n'importe quoi. Racontaient qu'ils peuvent agir directement sur telle force matérielle sans passer par des transformateurs et des outils technologiques. Et pourtant, on avait des îlots de développement technologique, mais ce n'était plus devenu une institution. C'est pour ça qu'il y a en France Polytechnique. Polytechnique, c'est en Égypte que la France a pris ça. Polytechnique. Quand on dit l'école polytechnique, d'où sort une Sénégalaise brillantissime qui est décédée, qui s'appelle Rose Dieng, à Sophia Antiopolis. Elle faisait quoi? Elle était sortie de Polytechnique, 3e. Elle est décédée d'un cancer. Et c'est elle qui a fait le système de téléguidage des trains, des TGV. Donc ces connaissances-là, il faut qu'il y ait un institut polytechnique panafricain qu'on peut mettre par exemple au Cameroun. On peut mettre au Cameroun, il y a même une zone au Cameroun là, que personne n'habite. Mais on va mettre ça là-bas. On met un institut scientifique polytechnique panafricain. Mais ça permettra au Cameroun de devenir le carrefour du monde noir. Tous les noirs viendront pour... Ah, comment on fait telle technologie? Comment on fait telle technologie? Comment on fait? Comment on fabrique un téléphone portable? Comment on fabrique des tablettes numériques? Comment on fabrique? Il y aura un institut comme ça spécialisé au Cameroun. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que les problèmes que j'ai posés de cette façon, celui qui les a posés le plus clairement, c'est notre maître à tous, Cheikh Anta Diop. Et il les a posés dans cet ouvrage, intitulé « Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire ». On s'attendait à ce qu'il élabore des formules de slogans politiques marxistes. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le travail que des générations d'ingénieurs devaient faire. Et c'est dans la deuxième partie, qui est intitulée « Recensement des sources d'énergie ». Et le professeur Cheikh Anta Diop dit, dans telle région du Sénégal, Mali, Gambie, Guinée équatoriale, non, Guinée-Bissau, il faut mettre l'énergie hydraulique. Donc, Cheikh Anta Diop a élaboré la première doctrine énergétique de l'Afrique noire. La première doctrine énergétique. Ça, il faut le savoir, ça. Et cette doctrine énergétique, il a même spécialisé les formes d'énergie. Cheikh Anta Diop dit, il faut l'énergie solaire. Parce que le soleil envoie en moyenne sur la Terre 10 000, 15 kWh, 1 million de milliards par jour de ces rayons. C'est donc une quantité d'énergie comparable à la somme globale des réserves énergétiques de pétrole, charbon, uranium, gaz naturel recensées sur la Terre jusqu'en 1960. Le soleil. Comment vous voulez que vous fassiez, par exemple, chauffer l'eau, distiller l'eau? Parce que nous avons de l'eau. Si on prend, par exemple, le Sahara, on creuse 3000 mètres en dessous, c'est une mer. Mais c'est une mer. On va dessaler seulement l'eau. Et qu'est-ce que ça devient? Ça devient de l'eau potable. Et cette eau potable peut même irriguer le Sahara encore. Et on va faire du Sahara un jardin potager dans lequel on va maintenant faire, par exemple, des tomates. On peut prendre toute la partie du Sahara, du Tassili, on fait que des tomates. Eh bien, je vous dis que les tomates qui vont sortir seront plus grosses que des pamplemousses, des pommes de terre, des choses comme ça. Nous sommes les seuls à pouvoir fabriquer de telles tomates. Sans aucun engrais chimique.
Donc, Cheikh Anta Diop dit aussi, il faut ce qu'il appelle l'énergie thermonucléaire. Pour Cheikh Anta Diop, cette énergie se distingue de l'énergie atomique, ou plus proprement nucléaire, en ce sens qu'il faut passer de cette dernière pour obtenir la première. Une masse d'uranium, en se désintégrant au sein d'une ancêtre contenant une certaine variété d'hydrogène, qu'on appelle deutérium ou tritium, engendre pendant 1/1000e de seconde une température de l'ordre de 16 millions de degrés centigrades, comparable à celle qui règne au sein des étoiles les plus chaudes, du Soleil en particulier, 20 millions de degrés dans le Soleil. Ce petit Soleil, ce micro-soleil, cette température est indispensable pour vaincre la répulsion coulombienne, provoquer la fusion de 2 noyaux d'hydrogène et donner de l'hélium avec une légère perte de masse. Donc Cheikh Anta Diop dit qu'à partir de là, nous pouvons même résoudre tous les problèmes de l'Afrique. Mais c'est parce que les Européens savent que nous pouvons résoudre tous les problèmes de l'Afrique qu'ils ont des bases militaires partout. Parce que si on a la paix, mais c'est fini. Parce qu'il ne faut pas la paix. Oui. Ensuite, Cheikh Anta Diop parle de l'énergie éolienne. Je cite, on a trouvé que toute la côte occidentale de l'Afrique, grâce aux alizés, pourrait être équipée d'énormes éoliennes, ainsi que la région du Cap en Afrique du Sud, grâce au vent de 40 degrés, etc., 40e degré. Les îles Canaries et les Kerguelen seront équipées de cette même manière. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, il parle de l'énergie thermique des mers, qu'on appelle aujourd'hui énergie marémotrice. On applique le principe de Carnot, dit Cheikh Anta Diop, en faisant fonctionner une usine grâce à la différence de température entre le fond de la mer et la surface de la mer. Le procédé utilisé serait en tout point semblable à celui de Georges-Claude Bouchereau. Il serait appliqué à Abidjan, Cheikh Anta Diop dit à Abidjan, entre la lagune côtière et une fosse dite du trou sans fond, profonde de 500 mètres. La différence de température serait alors de 22 degrés centigrades. Une centrale de 7500 kWh de puissance pourrait être réalisée dans cette région même. Cheikh Anta Diop parle ensuite de la Casamance, etc. etc. Bon. Ensuite, il passe à la houille rouge. La houille rouge. On applique le principe de Carnot à la différence de température entre la surface du sol et une source chaude souterraine atteinte par forage. La différence de température permettrait de faire bouillir de l'eau et d'obtenir de la vapeur sous vide à une température bien inférieure à 100 degrés. Des recherches semblables pourraient être poursuivies dans la région du Katanga, au Zaïre. Tu vois, Cheikh Anta Diop dit même les régions, depuis 1960. Mais l'Union africaine sert même à quoi, hein? Voilà. Ensuite, il y a l'énergie thermique des volcans et l'énergie géothermique. Cheikh Anta Diop écrit, on l'exploite dans des centrales thermiques situées sur les lieux en envoyant par des tuyaux enfouis dans la lave une grande masse d'eau qui, en s'évaporant, fournirait de la vapeur qu'on enverrait ensuite actionner dans les turbines. Le circuit fermé, la vapeur ainsi condensée après travail serait de nouveau renvoyée par un système de pompage vers la lave. On pourrait ainsi installer au pied du mont Cameroun et au Kenya ces procédés, selon Cheikh Anta Diop. Donc, la formule clé de Cheikh Anta Diop est celle-ci. Au commencement était l'énergie, tout le reste en découle. Tout le reste, c'est quoi? Tout le reste, c'est quoi? C'est d'abord le premier plan d'industrialisation de l'Afrique. Le plan d'industrialisation de l'Afrique qu'on trouve effectivement à partir de la page 63 et suivante. Le professeur Cheikh Anta Diop distingue ce qu'il appelle des zones centrales d'industrialisation. ZCI. La première zone, c'est le bassin du Zaïre, qu'on appelle aussi RDC maintenant. Cheikh Anta Diop de dire ceci. Avec ses 650 milliards de kilowattheures de réserves annuelles d'énergie hydraulique, près des 2/3 de la production de la planète, il est appelé, le Congo, à devenir la première région industrielle du monde, le principal centre de notre industrie lourde.
Au stade définitif, l'énergie hydraulique fournira l'électricité nécessaire aux différentes branches de l'industrie alimentée par les réserves de matières premières des territoires avoisinants. Le charbon coquet-fiable de l'Afrique du Sud et de la Rhodésie, c'est-à-dire actuellement Zimbabwe. Le fer de l'Angola et de la RDC. Le cobalt, 65% de la production mondiale de réserve. Le chrome, un tiers de la production mondiale de réserve. Le tantal, 85% de la production mondiale de réserve. Le cadmium, le vanadium, le manganèse, l'étain, le cuivre, à cheval sur le Haut-Chaba et la Zambie, minerai le plus riche de la planète. Le zinc, le plomb, l'argent, le diamant industriel, l'or, l'uranium, premier exportateur mondial, 60 à 70% des réserves actuellement connues. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, Cheikh Anta Diop dit que c'est par là qu'il faut commencer l'industrialisation de l'Afrique. Vous voyez bien qu'on a perdu du temps. Hein? Toutes ces années-là, avec des faux plans. Tous les plans qu'on a fait là, le plan de Lagos, hein, le plan de, comment on appelle, NEPAD, c'était pour empêcher d'appliquer ce que Diop a dit. En plus, ça a coûté beaucoup d'argent à l'Afrique. C'était budgétivore pour peu de résultats, rien. C'est pour ça qu'on n'a jamais fait de bilan du plan d'action de Lagos. Et non plus du NEPAD. La deuxième région dont parle Cheikh Anta Diop, zone centrale d'industrialisation, c'est la région du Golfe du Bénin. La région centrée autour du Nigeria, le delta du Niger, est encadrée par le Dahomey et le Togo à l'ouest, et le Cameroun à l'est, est également un centre futur d'industrie. Les réserves hydrauliques s'élèvent au total à 250 milliards de kilowattheures annuels. 200 pour la seule Sangha maritime et 50 pour le Nigeria. Le pétrole vient en outre d'être découvert au Gabon, tu vois, 1960. Aujourd'hui, on dit que dans 20 ans, il n'y aura plus de pétrole au Gabon. Tellement la France a pompé. L'ensemble des indices recueillis permet de faire une large part au pétrole parmi les diverses sources d'énergie qui permettent d'équiper le pays. On a déjà dit que le Nigeria monopolise le tantal. On y trouve également de l'étain, du charbon non coquet-fiable et d'immenses réserves de lignite de l'ordre de 200 millions de tonnes. Le Cameroun produit de l'uranium, de l'étain et de l'or. Une industrie de l'aluminium est déjà installée dans la région grâce au barrage d'EDA. On pourrait donc favoriser dans cette région le développement d'une puissante industrie électro-métallurgique, électro-chimique, cette dernière utilisant le charbon pauvre comme matière première de synthèse. Tout le sud du Nigeria, du Togo et du Dahomey, bien que très humide, a été déboisé au profit des cultures, si bien que la forêt dense y a quasiment disparu. Mais elle existe encore compacte au Cameroun et maritime, dans le bassin de la Sanaga. Et à partir de là, on pourrait envisager une campagne de reboisement intégral de l'Afrique, etc., etc. Troisième zone, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Les deux pays disposent conjointement de 25 milliards de kilowattheures de réserves annuelles avec l'équipement de la haute volta, de la Bandama et de la Comoé. L'aptitude du Ghana à recevoir une industrie d'aluminothermie est évidente. La bauxite y abonde et voisine avec l'énergie hydraulique. Le barrage d'Aguena est prévu pour une puissance de 450 000 kWh. Le manganèse, dont le Ghana a le quasi-monopole en Afrique, pourrait trouver une utilisation locale appropriée dans la fabrication d'acier électrique si des prospections systématiques par avion et par satellite, notamment, révélaient la présence de fer et de métaux non ferreux au Ghana et en Côte d'Ivoire. Pourtant, même dans ce cas, il faudrait que le Ghana importe du charbon d'Afrique du Sud, de Zimbabwe et même d'Europe, plutôt que de profiter de la proximité de la forêt ivoirienne, qui est une forêt dense, pour tenter de faire de l'acier et du bois. Il faut en effet préserver les réserves forestières ivoiriennes, etc., etc. Ça dit même des considérations écologiques à ce niveau-là. Quatrième zone, Guinée, Sierra Leone, Libéria. C'est une région métallurgique par excellence, tout à fait désignée pour l'installation d'un puissant combinat, comme plusieurs auteurs l'ont déjà signalé. En effet, elle totalise plus de 25 milliards de kilowattheures de réserves annuelles d'énergie hydraulique. Le barrage de la Concouré, en Basse-Guinée, est prévu pour une puissance de 200 000 kilowattheures. Le minerai de fer de la presqu'île de Kaloum est titre 50%. Il est évalué à 2 milliards de tonnes de réserves. La bauxite des îles de Los en Guinée
est évalué à 10 millions de tonnes de réserves. On trouve disséminé de la bauxite dans d'autres régions du territoire jusqu'à Haute-Guinée. Il faut ajouter à ces minerais le fer du Libéria. On trouve également du diamant industriel au Macenta et de l'uranium. Toute cette région, depuis le Libéria jusqu'à la Guinée, est favorable à la culture de l'EVA, etc., etc. Cinquième zone, le Sénégal, le Mali et le Niger. Bon, ainsi de suite. Le temps nous manque pour continuer cette énumération qui donc donne une idée de la façon dont toute l'Afrique a été prospectée afin de concocter un plan d'industrialisation à partir de nos propres ressources énergétiques. Donc vous voyez bien qu'on n'a pas besoin du FMI, de la Banque mondiale, de l'OMC, de toutes ces institutions pour nous développer. D'ailleurs, la notion de développement est équivoque. Ce dont il est question ici, c'est la notion de souveraineté. Souveraineté économique, souveraineté technologique, souveraineté militaire, etc., etc. Donc, cela m'amène à l'avant-dernière partie du séminaire que je propose, à savoir comment, aujourd'hui, les pays africains ont encore des technologies endogènes. Nous avons des gens qui sont capables, sans pour autant utiliser le béton armé, de fabriquer des ponts uniquement en matière végétale, en fibre végétale. C'est ça qu'on appelle les ponts à lianes. Ces gens sont à la fois des spécialistes de l'architecture endogène et aussi spécialistes de tout ce qui concerne les réseaux routiers. La route, ce n'est pas seulement du bitume. La route peut se faire par des ponts avec des fibres végétales renforcées. Nous avons aujourd'hui des gens qui sont capables de nous fabriquer à partir du village lacustre de Ganvier, des maisons et des habitations sur pilotis. Ce qui nous permet de désengorger ce que j'appelle les taudis. Les taudis et les masures qui s'étendent sur près de 5 km autour de la ville de Lagos. Avec tous les problèmes que ça pose, problèmes sanitaires, problèmes d'hygiène, problèmes de contamination par absorption de l'air pollué. Nous pouvons aujourd'hui aussi utiliser les techniques qu'utilise ce monsieur du Burkina Faso qui a réussi lui-même à faire sur plus de 20 km le reboisement de zones désertiques ou semi-désertiques. C'est un seul homme qui fait ça avec ses enfants. On ne peut pas dire que l'État n'est pas capable de faire ça en Afrique. Donc l'Afrique entière doit devenir un vaste chantier de reconstruction technologique et scientifique au service de l'industrialisation, c'est-à-dire la création d'une industrie lourde. Et c'est à partir de cette industrie lourde qu'on peut envisager maintenant la déclinaison du tertiaire. Et nous en arrivons à ce que nous pouvons tirer aujourd'hui de deux choses dont nous détenions les algorithmes sans le savoir. À savoir le numérique, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Attali. Et aussi l'intelligence artificielle. À partir de ces deux données, nous pouvons maintenant donner corps à des projets. Et je voudrais citer quelques savants à cet égard. Le premier savant qui a cru devoir embrasser une carrière politique, qui a été même premier ministre du Mali, c'était un Malien qui étudiait ici à Jussieu, qui n'a jamais eu sa chance, c'est-à-dire Modibo Diarra. Cheikh Modibo Diarra. Cheikh Modibo Diarra a aujourd'hui ce qu'on appelle tous les éléments scientifiques pour pouvoir faire pour l'Afrique un programme pour propulser des engins sur Mars ou ailleurs. Parce qu'il était le maître de ce programme de la NASA à un endroit qu'on appelle Jet Propulsion Laboratory à Pasadena. C'est lui qui dirigeait. Et c'est pour ça qu'il a donné le nom au robot qui a sondé Mars, n'est-ce pas?
Mars, comment les anciens Égyptiens appelaient Mars? Horus la rouge. Donc, les anciens Égyptiens savaient que la terre de Mars était rouge. Les Dogons disent la même chose. Donc, si ils n'avaient pas de connaissances sur Mars, mais ils ne pouvaient pas dire ça. Hein? Donc, ça veut dire que ce que je veux dire à travers ce qu'on peut appeler, par exemple, l'Institut aérospatial Cheikh Modibo Diarra, par exemple, eh bien, c'est-à-dire que nous-mêmes, on aura notre programme spatial et aérospatial. L'Afrique a de quoi aujourd'hui fabriquer ses propres engins. On sait très bien que Mobutu a tenté de faire décoller une fusée, mais il avait eu recours à la technologie israélienne et les Israéliens ayant saboté ça, ça a explosé en vol. Mais combien de millions, pour ne pas dire milliards, Mobutu a dépensé pour rien. Ensuite, il y a Moumouni, Abdou Moumouni. L'université du Niger porte aujourd'hui son nom. Il avait fait un travail avec tous les plans où le soleil rayonne en Afrique. Et le texte s'intitule « L'énergie solaire dans les pays africains ». Comme les pays africains ne l'ont pas fait, j'amènerai le texte à Hambourg. Je le photocopierai. Comme les pays africains ne l'ont pas fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la France a récupéré ça. Pour faire maintenant les panneaux photovoltaïques. Et pour nous vendre ça 4 fois, 5 fois plus cher. Alors qu'avec Moumouni, ça devait être gratuit. Donc, il faut reprendre ce qu'on appelle les centres d'énergie solaire et de panneaux photovoltaïques Moumouni, Abdou Moumouni. Bien. Il y a maintenant Emigweli. Philippe Emigweli, il est du Nigeria. Mais il a eu la médaille d'or de la recherche scientifique aux États-Unis des mains du président Clinton. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a mis au point les algorithmes qui ont permis de mettre un réseau interactif entre des gens qui vivent à distance lointaine. Et c'est ça que ça veut dire Internet. C'est lui qui a fait ça. Emigweli, le professeur Emigweli. Ça veut dire que c'est grâce à lui qu'il y a ce qu'on appelle les GAFA. Google, Facebook, etc. Tout ça, qui sont devenus de grandes autoroutes de l'information. Dans le cadre des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est grâce à lui. Pourquoi on ne pourrait pas avoir un réseau panafricain basé sur Internet qui permettrait à tout le monde de pouvoir communiquer directement sans être espionné par la cyberpolice qui est mise en place sur Facebook, sur Google, etc. aujourd'hui. Parce que ce serait en tout point comme ce que WhatsApp est à nos cellulaires. Ce serait une sorte de grand WhatsApp Internet où chacun de nous pourrait faire sa télévision, sa radio, pourrait faire ses projets sur des plateformes qui coûteraient moins de 10 €. Mais que dire de Agbeyenou? Agbeyenou, c'est ce cadre togolais qui a créé à lui tout seul ce qu'on appelle une application qui permet de faire le cartable numérique. Toujours avec l'énergie solaire. Donc toutes ces découvertes dont on parle aujourd'hui, il y a même, c'est que ces inventions-là, mais les États-Unis demandent aux Africains qui font de telles inventions chaque jour en Afrique. C'est un bouillonnement d'inventions l'Afrique. L'intelligence, la jeunesse africaine pétille d'intelligence. En fait, pour dire la vérité, la jeunesse africaine a des prédispositions supérieures à celles de la jeunesse du reste du monde pour la science. Voilà la vérité. C'est simplement parce qu'il n'y a pas d'incitation. Il n'y a pas d'émulation. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de concours. Il n'y a pas de... toute l'éducation de l'Afrique de demain
doit être axé sur la maîtrise sans faille des sciences et des techniques modernes. C'est bien la poésie, c'est bien la mythologie, mais tout ça, ça doit être des options, optionnelles. Parce que l'Afrique a besoin aujourd'hui, pour son décollage technologique, de sciences et de techniques. Mais il y a un élément qui manque aussi, c'est le mécénat. Les gens qui vont financer ces projets. Parce qu'il va sans dire que les États africains, au rythme où ils sont appauvris, ne seront pas en mesure de faire face à de tels défis tentaculaires. Donc, il est heureux que des hommes comme Aliko Dangote, la première fortune d'Afrique, le milliardaire du Nigeria, soit devenu un mécène au service de la renaissance scientifique et technologique de l'Afrique. Sa fondation est dédiée à cela. Et nous devons nous mettre en rapport avec sa fondation pour essayer de permettre à tous nos jeunes scientifiques, ingénieurs, génies incompris et inconnus, en herbe, n'est-ce pas? Nous devons leur permettre ainsi de faire le plus grand projet du millénaire. Et ce projet du millénaire doit partir du fait que ce n'est pas seulement la technologie et la science que l'Afrique doit renouveler. C'est aussi la conception scientifique de l'univers. L'Afrique doit renouveler la conception scientifique de l'univers. C'est ce dont nous parle le professeur Cheikh Anta Diop dans sa conférence célèbre intitulée « Philosophie, science, religion ». Dans cette conférence, le professeur Cheikh Anta Diop écrit « Seule la nouvelle rationalité permettra d'avancer dans la connaissance du réel, qu'il faudra d'ailleurs bâtir pas à pas en ayant une conscience aiguë de la difficulté, de la singularité du problème posé. Les philosophes africains doivent participer à l'édification de cette nouvelle théorie de la connaissance, la plus avancée et la plus passionnante de notre temps. Toutes les conditions semblent réunies aujourd'hui pour une révolution épistémologique sans précédent pour le changement complet de notre paradigme de l'univers. Cheikh Anta Diop. Non, écoutez, excusez-moi, je suis obligé de relire. Les philosophes africains doivent participer à l'édification de cette nouvelle théorie de la connaissance la plus avancée et la plus passionnante de notre temps. Toutes les conditions semblent réunies pour une révolution épistémologique sans précédent pour le changement complet de notre paradigme de l'univers. Eh bien, pour que cette révolution soit possible, il y a une condition et une seule, c'est renouveler à la lumière de cette nouvelle théorie de la connaissance les modèles cosmologiques qui veulent expliquer l'univers de nos jours. D'abord, il y a eu le modèle de la création continue qui avait été pensé et conçu par Fred Hoyle, par Bondi et Gold. Ce modèle, à l'époque, du moins le pensait-on, permettait de rendre compte de la formation des galaxies, de leur fuite et de l'homogénéité de l'univers en préservant un principe quasiment philosophique qu'on appelle le principe cosmologique parfait, qui impose l'immuabilité des propriétés physiques de notre univers. Après, les résultats des observations satellitaires ont permis de remodeler, de retravailler ce modèle. Et c'est donc le modèle à gravité variable de Dirac et de Karl Brandtz et de Robert Dicke qu'on lui a substitué. Ce modèle qui prévaut nettement, n'est-ce pas, indique qu'on peut considérer en fait l'homogénéité de l'univers comme le fruit d'un univers stationnaire, alors que l'univers que nous voyons devant nous aujourd'hui est un univers en expansion. Donc il faut aller vers une autre façon de voir. Cette autre façon de voir, c'est ce qu'on appelle le modèle qui domine actuellement. Le modèle du Big Bang. Et ce modèle est celui pour lequel, qui dit que l'univers aurait été initialement concentré dans un très petit volume et qui serait entré subitement en expansion par dilatation à la suite d'une formidable explosion initiale. Ce modèle du Big Bang permet actuellement de rendre compte du rayonnement cosmologique de l'univers
qui avait été prévu dès 1949 par le russe Gamov et qui avait été découvert par Penzias et Wilson en 1978. Donc, le modèle de la création continue est périmé du simple fait qu'il y a ce qu'on appelle maintenant l'explication du rayonnement cosmologique de l'univers. Mais il y a quelque chose qui fait que le modèle du Big Bang ne marche pas non plus. C'est à ce modèle qu'on attache le nom d'Einstein et de ses disciples, c'est-à-dire la relativité générale. N'est-ce pas? Eh bien, ce modèle ne marche pas non plus. Et le premier qui l'a dit, c'est un Indien noir, noir comme moi. N'est-ce pas? C'est lui qui est à l'origine de l'intuition de la mécanique quantique. C'est un Indien noir comme moi. Et il a travaillé effectivement avec Niels Bohr dans la même équipe. Mais Niels Bohr finalement était beaucoup plus connu que lui. Mais alors même qu'on ne croyait pas à la mécanique quantique, voici ce que Cheikh Anta Diop écrivait. Le Big Bang non plus ne correspond pas à une création absolue de l'univers et de la matière. Il ne serait tout au plus qu'un moment crucial de l'évolution de cette matière sans qu'on sache réellement si c'est la première ou la énième explosion supposée. Donc ça veut dire que Cheikh Anta Diop estime qu'il faut trouver d'autres enchaînements qui donnent à l'univers son unité et sa cohérence. Et qu'est-ce que ça peut être? Cheikh Anta Diop il dit ici, la science appuyée sur les dernières découvertes de l'astrophysique prévoit 2 scénarios possibles pour la fin du cycle actuel de l'univers. L'univers ouvert ou l'univers fermé. Cheikh Anta Diop. Soit la fin du monde et de l'univers en général par la chaleur, la feu, l'embrasement ou la mort par le froid. Soit, comme l'imagine Cheikh Anta Diop, une autre façon de créer des satellites pour nourrir le soleil et lui permettre de continuer à donner des réserves d'hydrogène et de radiation ultraviolette au-delà de sa mort supposée. Donc, à partir de là, on voit qu'il faut une nouvelle unification, une théorie de l'unification qui prendrait les aspects les plus positifs de la relativité générale et mettrait ça avec la mécanique quantique. Cette nouvelle théorie n'a pas été élaborée par les savants. Mais nous savons aujourd'hui que le fait qu'il y ait les trous noirs, le fait qu'il y ait l'énergie noire, la matière noire, tout cela prouve qu'en fait, il n'y a jamais eu de Big Bang. Il a eu tout au plus le Noun. Et comme on n'a pas le courage de dire le Noun, eh bien, ce sont les Africains qui, en tant que physiciens, en tant que mathématiciens, en tant qu'astronomes, en tant que spécialistes de cosmologie, vont faire une équipe pluridisciplinaire pour faire cette nouvelle théorie de la connaissance qui, selon Cheikh Anta Diop, va amener une révolution épistémologique sans précédent pour le changement complet de notre paradigme de l'univers. C'est ce travail que nous souhaitons faire. C'est ce travail que nous voulons faire. C'est ce travail qui explique pourquoi nous avons des clubs de lecture, de réflexion, etc. Et ce que nous sommes en train de faire actuellement sur le live à Paris, eh bien, nous le ferons pour la science. Nous le ferons pour la science, pour permettre aux différents scientifiques de saisir les enjeux des recherches scientifiques actuelles dont la vulgarisation n'est pas assurée pour les Africains. Et surtout parce qu'il n'y a pas d'institut de physique du globe, de grands instituts d'astrophysique en Afrique. Donc voilà ce que nous pouvions dire et voilà le chantier dans lequel nous comptons nous engager dans le cadre de ces différents séminaires dont nous assurerons, comme nous l'avons dit, le samedi 25 mai 2019 à 17 h à Hambourg, la leçon inaugurale. Voilà. Donc, je voudrais, comme je le fais souvent, terminer ce live par la citation de notre maître Cheikh Anta Diop. Mais auparavant, je rappelle que le 25 mai, à Hambourg, il y aura le frère Narmer Nzeo qui viendra personnellement avec tous les ouvrages qui sont liés à cette bibliographie scientifique et aussi tous les autres ouvrages des lives et tous les ouvrages qui sont susceptibles d'intéresser ceux qui veulent connaître l'œuvre de Cheikh Anta Diop, d'Obenga, de l'école africaine d'égyptologie, de Mbok Basong, de Dumbi Fakoli
et de tous les autres chercheurs qui sont aujourd'hui engagés pour le meilleur et pour le pire, j'espère pour le meilleur, dans la renaissance kémite. Il faudrait aussi que toutes les personnes qui ont envie d'avoir des ouvrages depuis longtemps et qui ne les ont pas, puissent faire le voyage à Hambourg pour non seulement assister à la conférence, mais pour participer également à ce que nous appelons cette nourriture spirituelle, hein, ces ouvrages qui nous permettent d'ouvrir notre horizon, notre réflexion, et de faire en sorte que notre réflexion puisse maintenant être une réflexion de prospective et d'avant-garde. Je citerai donc en guise de conclusion Cheikh Anta Diop comme je le fais de façon rituelle désormais au cours de toutes mes interventions. Cette citation est extraite de son célèbre ouvrage « Antériorité des civilisations nègres, mythes ou vérités historiques » qui est paru aux éditions Présence africaine. Le professeur Cheikh Anta Diop disait « Aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire seul peut montrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se contempler dans l'univers culturel égyptien. Ici, sans chez lui, il n'y a point dépaysé, comme le serait tout autre homme, qu'il soit indo-européen ou sémite. Autant un occidental, aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres, autant la psychologie et la culture révélée par les textes égyptiens s'identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Réciproquement, l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire, de l'hermétisme des textes, que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinement de la source vivifiante que représente pour elle le monde nègre. Hotep, kémite de tous les continents, unissons-nous, vive libre ou mourir, nous vaincrons. Hotep.